Bienvenue à tous dans Mon Quotidien TV. Cette semaine, nous recevons une autrice, une interprète, une réalisatrice et une compositrice. Et pourtant, notre invitée est venue seule. Bonjour Carmen Maria Vega. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez encore une corde à votre arc? Une corde que j'aurais oubliée parmi tous ces métiers? Oui, chanteuse, comédienne, actrice. C'est un plaisir de toucher à tout? C'est une volonté ou c'est les hasards de la vie? Les deux, une envie effectivement de ne pas stagner et puis de découvrir les autres arts. Et puis ça a été une nature assez rapide quand j'étais petite aussi de changer d'activité extrascolaire assez régulièrement, au grand drame de ma mère. Mais ouais, c'est un besoin aussi. Un besoin. Est-ce que vous privilégiez une activité par rapport à une autre ou Non, je privilégie tout se mélange? Tout se mélange pas parce que c'est quand même des arts assez différents, mais tout s'inspire, ça c'est certain. Voilà, après la chanteuse a pris davantage de place au début de ma carrière. Et pourtant, je me prédestinais davantage à être comédienne. Voilà. Il y a quand même eu un ordre d'apparition chronologique ou alors non, tout est arrivé en même temps, ce que vous disiez à l'instant? D'abord le théâtre. D'abord le théâtre très jeune, à 7 ans. J'étais une enfant extrêmement extravertie. Ça a changé depuis, mais grâce au théâtre, justement. Ma mère voulait que je me sociabilise un petit peu alors, auprès des autres extrêmement enfants. Introvertie, je me permets de vous Oui, corriger. j'ai dit quoi, extravertie? Extravertie, oui, absolument. Oui. Introvertie, vous faites bien de me reprendre. Oui, oui. Non, j'étais très timide et effectivement, le théâtre m'a complètement happée. Vraiment, ça a été une espèce de révélation de pouvoir se dire, attends, on peut partir de soi et mettre des vêtements différents à chaque fois, des perruques, inventer un personnage et servir des auteurs. Donc s'ouvrir au monde tout en se cachant quelque part avec des masques. On se cache jamais quand on est comédien, on part toujours de soi. Donc, même quand on se déguise? On ne se déguise pas, on rentre dans la peau de quelqu'un et on le ramène à soi d'abord pour pouvoir donner notre propre vérité. Donc non, je ne suis pas assez d'accord, pas trop d'accord avec ça, justement. On ne se cache pas tant que ça quand on est acteur et comédien. Alors on va découvrir toutes vos activités au cours de cette émission. Et tout de suite, Malou. Bonjour Malou. Bonjour Malou Nicolas, va brosser bonjour votre Carmen. portrait. Alors je me suis permise de faire quelques petites recherches sur vous. Vous me dites s'il y a du vrai, du faux dans cette histoire. Donc vous êtes né en 1984, le 11 juin. C'est bien ça? Alors le 11 juillet sur les papiers officiels. D'accord. Et effectivement, j'ai découvert à 26 ans que tout avait été falsifié. En 2014, c'est bien ça? 2011. 2011, ok. Ouais. Où vous avez découvert justement que... Je suis partie pour la première fois dans mon pays d'origine, effectivement, qui est le Guatemala. Et dans le but de chercher ma mère biologique. Et effectivement, en remontant la piste de mes papiers officiels, je me suis rendu compte qu'ils étaient... pas très légal, voilà. Et que effectivement ma date de naissance n'était pas la bonne, Carmen Maria Vega n'était pas mon vrai nom, qu'il avait été falsifié également. Donc je me suis retrouvée aussi avec 3 identités, 2 dates de naissance, parce que j'avais aussi l'identité française, le nom de mes parents. Voilà. Donc je me suis dit, bon, je ne suis pas comédienne pour rien, voilà, je suis triple. Très bien. Et à la fois, voilà, j'ai toujours aimé le nom Carmen, le prénom Carmen, qui je trouve... me correspondait davantage et qui me colle à la peau aujourd'hui. Il n'y avait pas de rapport avec l'opéra de Bizet? Non. Enfin, il faudrait demander aux trafiquants d'enfants s'ils se sont dit « Oh, nous allons faire de cette jeune femme, cette future jeune femme, une cantatrice ». Mais non, en tout cas, moi, Carmen, le personnage de Carmen de Bizet, effectivement, de Mérimée, a toujours été une grande passion pour moi, cette femme libre. Alors, elle a une fin tragique, j'espère que ça ne sera pas le cas pour moi. Je ne le souhaite pas. La suite du portrait, même. Du coup, vous avez vécu votre enfance à Lyon, oui. C'est bien ça. En 1991, du coup, vous avez commencé les cours de théâtre, bon, ça vous l'avez dit tout à l'heure, à l'âge de 7 ans. Vous avez aussi baigné un peu dans l'univers musical grâce à votre oncle, notamment. Puis, à 15 ans, grâce à votre prof de musique, vous avez découvert que vous aviez un potentiel vocal qui maintenant sert. L'année d'après, du coup, au lycée, vous avez commencé le théâtre à Villeurbanne. Dans un théâtre, le Transborder. Ah non, ça c'est le Transborder, c'est une salle de spectacle. J'ai chanté au Transborder. D'accord. Le théâtre, c'était au cours Myriade. C'était une prépa, quoi. D'accord. Juste après le bac, pour pouvoir entrer dans les grandes écoles de théâtre et les conservatoires nationaux. Donc vous avez bien fait du coup la pièce The Great Gig in the Sky. Alors, The Great Gig in the Sky, c'est une chanson des Pink Floyd. D'accord. Qui est une chanson inchantable que m'a donc donnée
Mon professeur de l'époque, Philippe Gonin, il m'a donné cette lourde tâche d'interpréter ça au transborder, donc avec un orchestre et puis 150 chœurs d'élèves derrière. Alors, et moi, j'étais la seule qui avait la seule chanson où les autres ne chantaient pas avec moi. Et c'est un souvenir merveilleux et tétanisant parce que c'est ma première scène. Et c'est une énorme scène. Le transborder à Lyon, c'est 1500 places. Et c'était full. On a fait 2 soirs de suite consécutifs. Au départ, c'était vraiment un spectacle de fin d'études. Et en fait, comme c'était les Pink Floyd, le spectacle central, il y a eu beaucoup de fans des Pink Floyd qui sont venus, ne sachant pas que c'était des élèves qui venaient, présenter leur travail. Donc on a eu un accueil hyper chaleureux. C'était fou, quoi. Ouais, j'ai un souvenir très marquant. D'ailleurs, on trouve les images sur YouTube. C'est très mignon. Donc, après du coup, vos années de votre bac que vous avez passé, du coup, vous avez fait une formation de théâtre. Oui. C'est bien ça, au cours... Myriade. Myriade, exactement. Donc, c'est là où vous avez commencé du coup le théâtre. En 2005, vous avez fait la rencontre de Max Lavégie. Lavégie, oui. Lavégie. Le guitariste et auteur-compositeur. Auteur-compositeur, ouais. De mes 2 premiers albums. Ouais. Ouais, et vous avez fait 8 ans de collaboration avec lui. C'est ça. C'est ça, à peu près, oui. À peu près, ouais. Ok. Vous avez aussi exprimé vos premières créations, du coup, à Lyon. Vos premières scènes, notamment à Tout bout de champ, qui est une comédie musicale, c'est bien ça ou pas du tout? À Tout bout de champ, c'est un lieu d'une scène découverte à Lyon qui existe toujours et qui vraiment favorise la chanson française. Et à ce moment-là, nous, c'est ce qu'on faisait. Et ça nous a beaucoup aidé. C'était dans le cadre du conservatoire de Fourvière, qui venait d'ouvrir pour la première fois une classe de musique actuelle. Et donc, c'était génial parce que ça nous mettait sur des scènes locales pour pouvoir nous rôder sur notre propre répertoire. Et c'est comme ça qu'est née La Menteuse, qui a été un des mes plus gros singles. Et quand vous regardez dans le rétro de tout ça, pardon, je ne veux pas je vous en souligner prie. votre âge, excusez-moi, mais on a prononcé la date de naissance. Je n'en doute absolument pas, mais les spectateurs auront fait leur calcul sur votre âge. Quand vous regardez, merci Malou pour ce portrait, quand vous regardez comme ça, tout ce parcours, toute cette carrière, vous vous dites quoi? Ah ouais, quand même, j'ai bien avancé. J'ai fait plein de choses. Je me dis, ouais, ça bien. Là, je vais fêter mes 18 ans de carrière en octobre. Ça fait bizarre, hein, c'est un joli chiffre en même temps, c'est la majorité. Et ouais, non, je suis assez fière de ce que je fais et surtout de comment j'ai mené depuis tout ce temps cette carrière, parce que on m'a jamais imposé des choix. Et quand les gens ont essayé, ça n'a jamais marché. Et je suis toujours allée là où j'avais envie d'être. Et quand j'en avais marre d'être à un endroit, je changeais. Toujours dans votre élément. Ouais, enfin, je veux dire, j'ai aimé faire ce premier album de chansons. Il est à l'image de qui j'étais, cette jeune fille de 21 ans. Et puis mon deuxième album était beaucoup plus rock. Je m'étais rasé les cheveux. C'était aussi une libération dans ma féminité. J'ai commencé à mettre des shorts très courts et j'ai des grands talons. Et après, voilà, j'ai eu un moment de pause de la musique parce que j'avais envie de faire autre chose. Donc j'ai fait une comédie musicale. Miss Tinguette, qui a joué au Casino de Paris il y a déjà 8 ans, je crois. Voilà, après j'ai monté un répertoire autour de Boris Vian, que je suis en train de refaire en ce moment, justement. Un film, un livre, beaucoup de choses, ouais. Mais non, on va revenir au ce que je fais. Tout début, au tout départ, à votre naissance, il y a ce drame incroyable. On se permet d'en parler parce que ça nourrit un certain nombre de vos textes, de vos écrits. Vous êtes bébé au Guatemala, le pays dont vous êtes originaire. Et vous êtes enlevé par des trafiquants d'enfants, vous en avez parlé. J'imagine que vous n'avez pas de souvenirs visuels ou physiques ou de façon inconsciente. Comment vous découvrez plus tard, quand vous grandissez, les traces de tout ça? J'avais 9 mois, donc c'est sûr que le corps se souvient de choses, mais moi, mon cerveau, mes émotions, non, ça c'est certain. Mais c'était assez troublant parce qu'effectivement, moi, je connais par cœur l'histoire de mon arrivée du point de vue de mes parents adoptifs qui m'attendent, la tante qui est interminable, de mon grand frère qui est leur fils biologique, qui avait 5-6 ans à l'époque, qui effectivement, lui, était... impatient pour un gamin d'attendre aussi longtemps dans un aéroport, sa petite sœur qui arrive. Et puis surtout, mes parents essayaient d'adopter depuis 5-6 ans. Donc ça a été une adoption longue pour eux. Et quand enfin, finalement, ça se passe, tout a l'air légal, tout a l'air dans les clous. La mère a fait un acte d'abandon. Enfin, ça a l'air d'être tout à fait légal, quoi. Et moi,
j'ai peu d'éléments, si vous voulez, quand je pars pour la première fois au Guatemala. J'ai le nom de ma mère biologique, donc j'y pars. Et, vous avez quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai 25 ans, c'est en 2011. Et je pars en plus seule, je ne connais pas du tout mon pays, je ne parle pas ma langue. Mais là, vous aviez déjà, à 25 ans, vous connaissiez déjà votre histoire? Oui, enfin, je veux dire, mes parents, enfin, je veux dire, si vous voulez, mes parents, ils sont comme vous, ils sont tout à fait blancs. Donc, s'ils avaient voulu me mentir sur mes origines, il y aurait eu un petit souci quand même. Bon, quand même un petit peu bronzé. À quel âge ont eu lieu les premières questions ou les premières réponses? Il n'y en a pas eu, parce qu'en fait, ça a toujours été très clair pour moi. Ma mère m'a toujours dit, on t'a adopté. Mais ça ne change rien à l'amour qu'on a pour toi. On t'aime comme ton frère. C'est comme si tu étais sorti du ventre de maman. Ça ne change rien. Et pour moi, c'était très clair. Elle me l'avait tellement répété au bout d'un moment, même c'était genre, je crois que j'ai compris. En fait. À 5 ans, je me revois lui dire, c'est bon, je sais, en fait. Et je trouve ça super. Et maintenant, on va arrêter d'en parler. C'est bon. Et même, je disais aux autres enfants, j'ai dit, toi, tes parents, c'est tes vrais parents. T'es nul. et j'allais vous demander, à l'école, sur l'état civil, vous portiez le nom de vos mes parents, bien sûr. Bah oui, d'ailleurs, de toute façon, c'était une adoption plénière. Donc, les adoptions plénières, c'est pour que vous ayez évidemment les mêmes droits que les frères et sœurs, s'il y en a. Et puis que surtout, entre guillemets, j'hérite de mes parents si jamais il leur arrivait quoi que ce soit, que je sois reconnue. Il n'y avait pas de signe extérieur qui faisait qu'on pouvait vous distinguer à l'école sur cet aspect-là, en tout cas? Non, parce que, à part que parce que j'en parlais. Parce que moi, j'étais très fière d'être adoptée, je trouvais ça super. Ça faisait mon truc, quoi. C'est pour ça, vraiment, enfin, moi, ça n'a jamais été un souci. Les questionnements, ils sont plus venus à l'adolescence où même si j'ai eu un amour inconditionnel de mes parents, enfin, je veux dire, j'ai eu une adoption qui, en soi, s'est excessivement bien passée. Je veux dire, je m'entends hyper bien avec eux, je m'entends bien avec toute ma famille. J'ai eu beaucoup de chance, quoi. Il y a des adoptions qui se passent moins bien. Et la raison initiale n'était pas courante? Non, enfin, maintenant, si. Maintenant qu'on sait qu'en en fait, il y a eu des milliers et des milliers de bébés volés au Guatemala et en Amérique centrale. Et puis là, on est plusieurs à parler depuis quelques années quand même. Et ça a ouvert évidemment la parole. Et on se rend compte qu'il n'y a pas que le Guatemala. Il y a l'Inde, il y a le Mali, il y a plein de pays qui ont eu des histoires assez similaires. Après, c'est la façon dont les choses ont été faites. C'est sûr que ça a été... de remonter le fil pour retrouver des choses falsifiées, c'est compliqué. Si vous voulez. Donc ma vraie identité, mon vrai nom, il n'existe plus nulle part, à part dans le cœur de ma mère biologique, que j'ai finalement retrouvé, mais pas du tout au Guatemala. Voilà. À 25 ans, vous repartez au Guatemala, et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, je rejoins Vincent Simon, qui est un homme merveilleux, qui est le porte-parole français de Rigoberta Menchú, et qui est le prix Nobel en 1992. Elle se bat pour le droit des indigènes depuis des années. Et lui, il était venu me voir en spectacle à Mont-de-Marsan 3 mois avant. Il m'avait dit, moi, mon but dans la vie, c'est de fédérer la parole de Rigoberta. Est-ce que tu la connais? Je dis, mais excusez-moi, mais pour moi, Rigoberta, c'était la seule guatémaltèque qu'il y avait dans les livres d'espagnol. Donc, pour moi, c'est une star, quoi. Donc, oui, je connais son combat et je suis hyper flattée que tu m'en parles et tout. Il me dit, bah, tu n'aimerais pas la rencontrer? Je dis, bah, bien sûr que si. Et en fait, j'y ai vu une opportunité de me dire, écoute, tu as des questionnements. Ce mec a l'air de connaître 1000 fois mieux ton pays que toi, il parle ta langue, saute sur l'occasion. Et donc je lui dis, est-ce que, par hasard, vous m'aideriez à trouver ma mère? Et il a dit oui tout de suite. Et il m'a dit, je le fais jamais, parce que c'est le travail des ONG, mais on a eu un feeling d'amitié, mais en plus à distance. Hein. Ça, c'est tout par mail. Et donc je pars le rejoindre, je ne l'ai jamais vu. Enfin, ça aurait pu être un fou. Et à l'époque, on ne trouvait pas grand-chose non plus sur lui, sur Google. Maintenant, on en trouve plein, mais ouais, un peu tétanisé quand même, parce que je ne sais pas à quoi m'attendre. Quand je lui pose des questions sur l'état du pays, il ne me répond pas trop. On ne trouve pas grand-chose à ce moment-là dans l'actualité sur comment est le Guatemala, quoi, dans quel état est ce pays en ce moment, quoi, à ce moment-là. Et effectivement, je me suis pris quand même de plein fouet la réalité pénible et tragique de ce pays, quoi, qui subit à l'époque, et c'est toujours d'actualité malheureusement, au moins 16 morts par balle par jour à cause des narcotrafiquants qui ont été mis en place par l'État, mais même l'État a été débordé par ça. Donc c'est une capitale assez violente. Le reste du pays est quand même praticable, parce qu'il ne faut pas dégoûter les gens non plus du pays. Il y a cet aspect-là qui est terrible, mais c'est un pays magnifique qu'il faut aller découvrir avec des gens incroyables qui m'ont aidé comme si j'étais leur sœur, parce que de toute façon, mon histoire, elle est due à un conflit armé. Donc dans tout conflit, dans toute guerre, il y a des trafics d'humains.
Et au bout de cette recherche, alors, vous êtes, Eh bien, il y a eu au un bout de cheminement, cette recherche, il y a la Belgique. Et donc, qui est au départ le pays d'origine de l'association qui a réalisé mon adoption. Et je retrouve ma mère en Belgique. Donc, votre mère biologique. Ma mère biologique, voilà. Et ça, c'est mon grand-père, donc son père, qui me dit, au Honduras, le dernier jour de mon séjour, parce que je finis par le retrouver lui, en remontant 12 pistes. 12 fausses pistes, donc ça a été vraiment un travail d'investigation, comme une enquête, quoi. Ça a été un road movie avec des rebondissements, on a pu savoir qu'en faire. Et donc il me dit, ah oui bien sûr, bah, ta mère je ne l'ai pas revue depuis 25 ans, je t'ai rencontrée à ce moment-là, elle est en Belgique. Attendez, j'ai fait 8000 km. Vous en parlez avec légèreté, mais c'est une histoire... 8000 km, s'il vous plaît, quand même, pour la retrouver en Belgique. Bah, j'en parle avec légèreté. Enfin, oui. C'est-à-dire que moi, le travail, il est fait. Si je vous en parle aujourd'hui sans m'effondrer, c'est parce qu'il est fait, parce que j'ai écrit un livre. Et même pendant la rédaction du Chant du Bouc, qui est donc le livre qui est paru chez Flammarion, j'étais déjà guérie, si vous voulez, de cette histoire. Je ne pouvais pas imaginer un seul instant commencer à me lancer dans l'écriture si je n'étais pas au clair avec tout ce qui s'était passé, quoi, avec ma famille adoptive. Vous aviez exorcisé oui. par le travail sur vous-même, par l'écriture? Je n'exorcise pas dans la création. Je ne sais pas faire ça. Moi, j'ai besoin d'être bien pour créer. Il y a des artistes qui ont besoin d'être mal et qui font des œuvres merveilleuses et sublimes en étant au plus mal. J'avoue que moi, j'aime bien aller bien. C'est pas quelque chose dans la vie, j'ai envie d'aller bien, voilà. Et donc, ça ne m'empêche pas justement de parler de cette histoire de cette façon-là, avec mon tempérament, avec la façon dont je l'ai vécu. Et c'est pour ça que je suis en train de l'adapter pour le cinéma. Voilà. Alors ça, on le découvrira quand? Eh bien, c'est long, hein, les montagnes le cinéma. Là, on a la rédaction, on a la chance d'avoir été labellisé à Cannes cette année sur l'adaptation de notre scénario, de notre traitement, ce qui nous permet une visibilité. Et donc là, on est encore en train d'écrire avec ma scénariste et on rencontre pas mal de producteurs. Voilà. D'accord. On va remonter dans le temps au niveau création. Donc, au départ, le théâtre dans la région lyonnaise, comme on l'a entendu dans votre portrait, c'est quoi au départ? C'est vos parents qui pratiquent un peu le théâtre? Ou non, il faut vous inscrire à une activité, puis ça vient comme ça? Mais ma mère, vraiment, je pense qu'elle veut se débarrasser de moi parce que je suis dans ses pattes, vraiment. Je pense que je suis très, très, très timide. Elle se dit que le théâtre va m'aider et effectivement, elle a eu raison, mais je pense qu'elle ne s'attendait pas à ce que ça soit un coup de foudre total pour le plateau, quoi. Vraiment, ça a été genre, waouh, ok, moi, je veux faire ça toute ma vie, en fait. Et donc, j'ai évidemment pas aimé l'école, et ça n'a pas été une grande histoire d'amour. Ça a été long, pénible, j'ai redoublé plusieurs fois. Ça n'en finit jamais. Et le coup de foudre, il est quoi? Dans la création, dans le jeu, dans le contact avec le public? Dans le jeu. On fait un métier où on joue. Il y a un rapport à l'enfance, bien sûr, et puis il y a un rapport au plaisir, qui est genre, waouh, on peut faire ça, on a le droit. Et ça peut être notre métier. Non, on peut être payé pour ça, mais c'est incroyable. Le fait que des gens payent pour venir vous voir, c'est quelque chose que aujourd'hui, vous le comprenez? Oui, alors après, vous le réalisez? C'est pas ça qui m'excite, hein, c'est pas le fait que les gens payent pour venir me voir, mais c'est le fait que ça me rémunère, que ça soit mon salaire, et que ce salaire-là, les gens, enfin c'est grâce à eux, je veux dire, si j'existe, hein, c'est les fans quoi, qui nous portent et qui nous font vivre, donc c'est incroyable quand on y pense, bien sûr. Le succès, il se fait petit à petit à Lyon par les scènes musicales. Petit à petit, votre succès grandit en France, à Paris. Ouais. Les premières dates à Paris, il y a de quoi prendre la grosse tête? Ou alors non, c'est plus une soif, une faim de continuer? Moi, la grosse tête, ça m'a toujours horripilé chez les autres, donc j'ai toujours fait hyper attention d'être toujours bien entourée de gens qui me disent si jamais, s'il fallait se redégonfler un petit peu. Et Dieu merci, je touche du bois, j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Mais je vois pas pourquoi on prend la grosse tête. Ma question était un peu provocatrice. Qu'est-ce que ça fait de se dire, on vient de Lyon, pardon pour ce schéma province-Paris, mais on arrive à Paris, on commence à être demandé. Ouais. C'est peut-être à un moment, c'est plus vous qui allez taper à la porte des salles pour jouer? Surtout, la chance qu'on a, c'est à ce moment-là, on trouve un producteur qui, d'un seul coup, devient notre booker, qui lui, oui, a son téléphone qui sonne sans qu'il ait trop besoin de le décrocher à ce moment-là. Donc, on tourne énormément. Le début de notre carrière, ça a été pour moi, ça n'a pas été une partie de plaisir, le tout début. Pour tout vous dire. Ça a été vraiment genre, j'ai été happée, quoi. Genre, oh là là, 150 dates par an, des tournées à n'en plus finir. Et vraiment, ça a révélé quelque chose en moi. C'est que vraiment, au fond de moi, je suis quelqu'un de très sédentaire.
Et c'est pas de bol, par contre, sur l'aspect oui, c'est complètement tournée, anachronique avec les tournées. C'est waouh, on n'est jamais chez soi, on est tout le temps en vadrouille, c'est excessivement fatigant. Et c'est là que vous vous rendiez compte du côté professionnel de la chose? Ouais, mais bien avant déjà. En fait, je savais déjà que ça allait être compliqué, mais je n'imaginais pas à quel point, par exemple, Lyon allait me manquer. Combien, en fait, la décision de quitter Lyon, je l'ai prise très, très tard. J'ai continué à faire des allers-retours pendant des années. J'habite à Paris que depuis 6 ans. 5 ans. Ouais. Et pourtant, voilà, c'était ici le travail, quoi. Et j'ai pris la décision parce que, justement, j'en avais marre de rentrer, de tourner avec 12 valises, de monter mes 5 étages, de mon super appart, il était génial. J'ai habité dans le Vieux-Lyon, j'ai eu un appartement pendant 14 ans là-bas, ça a été vraiment un crève-cœur de partir de Lyon, quoi, vraiment. Qu'est-ce qui vous manquait? Vos parents, votre frère, vos amis? Mes amis, ma famille, j'en ai plein ici aussi, donc la décision, elle a été moins douloureuse parce que déjà la carrière était déjà faite, elle n'est pas finie, hein, je veux dire, mais elle était installée, je pouvais me permettre de venir ici, je ne voulais pas venir à Paris comme souvent le font, genre le rêve parisien, on y va, on a 20 ans, et puis on se mange la dureté quand même de la capitale, et des prix, et voilà, je voulais arriver ici sereine. Et donc le déménagement, ça a été dur parce que j'aime Lyon, mais c'est que 2 heures de TGV. Donc oui, c'est ce que j'allais vous dire, vous pouvez y retourner régulièrement. Et Lyon vient à moi quand j'ai pas le temps, comme c'est le cas en ce moment. On va parler de votre musique, votre style de musique. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, comment vous vous définissez? Alors j'aime bien surtout ne pas me définir. Parce que vous avez du mal à choisir? De brouiller les pistes. Non, choisir c'est renoncer, c'est ça que je pense, ça sera mon épitaphe. Toujours pareil, cette envie de toucher à tout, de la liberté, de rien surtout. vous interdire. La liberté, enfin je veux dire, on fait un métier de liberté et à quoi bon se foutre des barrières, quoi. Impossible pour moi de penser mon métier autrement que comme ça, quoi. Je veux pas qu'on me mette quelque part, quoi. Vous avez quand même des influences, des références? Bien sûr, j'en ai plein. Je veux dire, moi j'ai été bercée par les Pink Floyd, voilà, on en a parlé tout à l'heure. Mon immense vedette, c'est la personne que j'ai aimée le plus de toute ma vie, c'est Freddie Mercury. C'est le premier qui m'a bouleversée et très tôt. Genre, je me rappelle très bien, je pense que c'est en 93. Bah non, il est mort, mais il y avait un remix qui est sorti qui s'appelait Living on My Own. Et que j'avais adoré et que je chantais sans comprendre évidemment ce que j'étais en train de dire. Et des années plus tard, ça a eu un écho complètement fou parce que je suis quand même dans une mouvance aussi queer. Je travaille régulièrement avec des créatures et j'aime le genre aussi, bien sûr, ça me passionne. La dualité entre la féminité et la masculinité, enfin, c'est quelque chose qui a toujours été en moi et Freddie, il y est pour beaucoup. Vous aimez aussi la comédie musicale, donc vous jouez, vous déguisez, vous avez incarné Miss Tinguette. Absolument. Voilà. Ouais. Là, vous revenez de Chine, Absolument. si je ne dis pas de bêtises, où vous avez joué, c'est vous qui allez me le dire. Lady Capulet dans Roméo et Juliette, ouais, la maman de Juliette. Ouais. Et ça, alors, le côté toujours pareil, se déguiser, incarner un personnage. C'est pas déguisé, le mot il n'est pas juste, c'est pas du déguisement. Alors, qu'est-ce que vous employez? Déguisement, c'est le carnaval ou c'est genre quand on va chez les copains habillés en dinosaure par exemple, pour rigoler. Mais non, c'est quoi? Donc rentrer dans la peau de quelqu'un, ce que vous disiez. Bien sûr, c'est s'identifier au parcours de vie de quelqu'un. Voilà. Et le ramener à soi d'abord, et après livrer sa vérité au travers de ce personnage. Et Lady Capulet, c'est un rôle très intense. C'était merveilleux à jouer parce que c'est la mère de Juliette. Elle vend sa mère, hein, quelque part, je veux dire, c'est sa mère, n'importe quoi, elle vend sa fille. C'est une tragédie, quoi. C'est hyper jouissif à jouer, ce rôle de femme très dur. Moi, j'adore. Est-ce que vous rêveriez de partager, enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui vous rêveriez de partager la scène? J'aurais adoré partager la scène avec David Bowie, malheureusement, il est parti plus tôt que prévu. Ou alors un deuxième choix? De vivant, vous voulez dire? C'est vrai que j'aime beaucoup les morts quand même. Moi, Après, ça existe, hein, l'intelligence artificielle peut faire des miracles. Bah, Freddy, j'en rêverais, quoi. Voilà. J'ai eu la chance, d'ailleurs, par Rôle de Laf, d'incarner le sosie officiel de Freddie Mercury au Montreux Festival, c'était l'hiver dernier. Et ça avait un côté excitant, jouissif de C'était génial faire ça. de chanter Bohemian Rhapsody, déjà, c'est inchantable.
Enfin, je veux dire, on le sait, ce morceau, il est inchantable. Même Queen ne chantait pas toute la partie épique et opéresque de ce morceau-là. Ils arrêtaient, ils passaient à autre chose. Et donc, nous, on s'est dit, on essaye. Ouah, c'est dur, mais on l'a fait, quoi. Et j'ai adoré. J'ai adoré me grimer, Freddie, rentrer dans sa peau, rentrer dans mon idole, quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre actualité? Là, les 2-3 projets qui arrivent. Les 2 montagnes, c'est effectivement l'adaptation de ce livre qui me prend quand même beaucoup de temps et d'énergie et d'envie. Et je suis aussi sur le front d'une revue érotique que je suis en train de monter pour dans un an et demi. Encore un autre aspect de votre facette. Et facette que j'avais déjà travaillé sur le Borisian, que je vais sortir là dans quelques mois. C'est l'adaptation du live d'un spectacle qui s'appelle Fais-moi mal Boris, que j'avais déjà créé en 2013 et je l'ai recréé lors du centenaire juste avant le Covid. Et là, on a fait un album justement de toutes les chansons du spectacle, qui sont des chansons majoritairement d'amour, érotiques et antimilitaristes. Ça rejoint le fait que vous ne vous interdisiez rien. Ah bah oui, et puis surtout... Pas de tabou? Non, zéro. Zéro. C'est votre, on dirait, une devise. Zéro tabou. Ah ouais, non, mais à quoi bon? Franchement, quel temps perdu. La vie est courte. Ah ouais, on n'a pas le temps pour ça, enfin. Parfait. On vous remercie, on aimerait parler des heures avec vous. C'est gentil, c'était passionnant. Est-ce que c'est possible une petite note comme ça pour finir l'émission? Ah non, je suis trop timide. Trop timide. Eh bien, on vous recevra à nouveau dans des conditions, peut-être avec des instruments, des choses comme ça. Avec plaisir. Vous reviendrez, on ne vous a pas fait peur? Ça marche, non. Merci beaucoup, Carmen Maria Vega. Merci. Merci Malou pour ce portrait riche de notre invité. Merci à Cyril Bartholomé qui est caché là-bas en régie pour la réalisation de cette émission. Merci à Jean-Sébastien Rouchet et Patrice Batman qui produisaient l'émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Mon Quotidien TV, nouvelle formule.